Merci d'avoir poussé la porte du club de lecture de France Culture. Le Book Club franchit ce midi une frontière, celle de l'intime. Nous recevons deux autrices qui publient un roman sur les traces du père, celui qui est parti, celui qui a abandonné, celui qui est mort trop tôt. Alors il y a la quête, l'enquête, la recherche pour savoir qui il était vraiment, dépasser l'image de son souvenir, dépasser ce que le manque a créé pour combler le vide. Et si nous sommes bien en présence de romans, je m'interroge, peut-on écrire sur la figure du père sans penser au sien ? Et je m'arrête un instant dans l'écriture de cette intro. Je pense bien sûr à mon père et j'imagine que vous, de l'autre côté de la radio, sûrement au vôtre. Nous allons parler écriture, fiction, imagination, famille et de bien d'autres choses, évidemment avec nos invités que j'accueille dans un instant et avec la communauté du Book Club. Mais que peut-on raconter de quelqu'un dont on ignore presque tout, dont on conserve seulement quelques souvenirs fragiles ? Dans l'évocation des souvenirs et du lien indéniable entre le corps et l'âme, quand l'alignement n'est pas encore au rendez-vous. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Accompagné des voix de Sandrine et Christelle qui ont lu les romans de nos invités. Impression de lecture à suivre dans un instant, bien sûr. Bonjour Violette Dursault. Bonjour. Vous avez 23 ans, vous publiez votre tout premier roman, Même le bruit de la nuit a changé, qui paraît aux éditions Flammarion. C'est l'histoire d'une jeune fille qui part donc sur les traces d'un père qu'elle a à peine connu puisqu'il est mort quand elle avait 6 ans. Roman qui s'ouvre par ce premier chapitre. Anna, votre narratrice, est dans un train. Elle rentre de classe verte. Avec impatience, elle a fait promettre à son papa de venir la chercher à la gare Montparnasse. Et elle nous décrit son papa. Il ressemble à quoi, ce père ? Justement, elle lui fait promettre de venir le chercher parce que c'est pas le genre de père qui vient l'attendre tout le temps. Je le mets un peu en opposition au père que je décris en jean basket avec leur pain au chocolat. C'est pas forcément ça. C'est pas parce que c'est un père assez hors du commun. Je dis qu'il ressemble à Mr. Banks dans Mary Poppins, parce que pour moi, en tant qu'enfant, c'est la seule représentation, à part, je sais pas, Cary Grant, d'un homme qui pourrait s'habiller comme ça, toujours en costume, toujours très chic, toujours longiligne, avec un chapeau, alors qu'il n'avait que la cinquantaine, parfois une canne, voilà, comme une espèce de représentation un peu du 19e, ou comme un des derniers romantiques. Et donc, ce qui participe beaucoup au fait que je vois mon père comme un héros dans le roman, quoi. Et malheureusement, quand elle descend du train, Anna, c'est sa mère qui est là, sur le quai, accompagnée de l'une de ses sœurs. Elle ne comprend pas tout de suite pourquoi. Oui, alors l'arrivée de la mère, je pense, est tout aussi... je pense que la mère est tout aussi différente des autres mères. Il y a une arrivée, je pense, assez cinématographique comme ça. Et puis je pense que dès le début, on comprend bien le lien qui unit la fille et la mère, qui est peut-être un lien plus quotidien, puisque la fille s'inquiète en se disant mais elle est venue alors que en fait c'est mon père qui doit venir. Elle a pas compris, quoi, parce qu'elle est sûre qu'elle. Ils vont peut-être venir tous les deux d'ailleurs. Oui, on va se retrouver là tous les trois sur le quai. Mais voilà, en tout cas c'est la scène initiale et on va comprendre après pourquoi le père n'a pas pu honorer sa promesse, ce qui semble bizarre à Anna dès le début, quoi. Et elle va comprendre, évidemment, en arrivant chez elle, avec cette foule de personnes habillées en noir, que cela fait plusieurs jours que son papa est mort. On va échanger sur ce deuil, sur la quête du père, et pour échanger, partager aussi pourquoi vous avez écrit toutes les deux ce roman. Nous avons convié Pascal de Vambrochy. Bonjour. Bonjour. Vous publiez votre troisième roman intitulé Géographie d'un père. C'est aux éditions Passiflore, roman qui traite lui aussi d'un sujet intime comme votre premier livre. L'effacement, c'était en 2014, réédité aujourd'hui en folio. C'était l'histoire d'une femme dans les années 50, qui se retrouvait mère célibataire. Dites-nous justement, qu'est-ce qui motive chez vous la décision d'écrire sur des sujets qui sont assez intimes ? Eh bien, je ne sais pas répondre à cette question. Ce qui se passe pour moi, c'est que lorsque un sujet me vient, il me percute. Je crois que je peux dire cela comme ça. Ça a été le cas pour Géographie d'un père. Soudain, une thématique apparaît, souvent à travers un personnage qui sont toujours issus de personnes que j'ai connues, puisque je suis
pense que l'imagination n'existe pas, mais je pense que nous y reviendrons. Absolument, absolument. Et donc, Gilda, pour évoquer Gilda de ce premier roman, c'était une femme qui était en fait une mosaïque de plusieurs femmes que j'ai connues et dont j'ai fait un seul personnage. Je crois qu'on n'écrit jamais ex nihilo. Je crois qu'on écrit toujours à partir de soi. Alors après, jusqu'où va ce soi? Jusqu'où est-ce qu'on accepte de chercher ce soi, ça, je crois que chaque auteur, chaque autrice pourrait répondre. Peut-être que moi, pour ce troisième roman, j'ai accepté d'aller encore plus loin et d'aller effectivement du côté de ce père. On va parler évidemment de où est la vérité, comment on arrive à la fiction. On va écouter d'abord Christelle qui, justement, elle aussi a commencé votre troisième roman comme si c'était une autobiographie. Et puis ensuite, il s'est passé des choses. On écoute Christelle. Géographie d'un père est le troisième roman de Pascal de Vambrechy. Mais je dois avouer que je l'ai lu comme un récit autobiographique. J'ai été attirée par une histoire que l'on imagine rapidement compliquée. Lorsque son père ne vient pas à un rendez-vous de garde partagée alors qu'elle a 14 ans, la narratrice s'en réjouit presque. Elle ne se doute pas qu'ils ne se verront plus ensuite pendant 25 ans et qu'elle mettra encore 25 ans à pouvoir écrire sur lui. Mais que peut-on raconter de quelqu'un dont on ignore presque tout, dont on conserve seulement quelques souvenirs fragiles? Il est question ici de la recherche du père et de cette difficulté-là d'écrire sur un homme qui a fait 2 guerres, avait des yeux magnifiques, était beau, certes, mais était loin d'être un héros. Mais qui a réellement abandonné qui? La narratrice s'interroge aussi sur son propre silence et sur l'évidence qu'une relation se construit à 2. Le récit se déploie avec sincérité et justesse, et grâce à la belle plume de l'autrice, nous entraîne dans les méandres de cette relation singulière. On ressent à la lecture les souffrances engendrées par ce rendez-vous raté, entre 2 êtres qui auraient pu partager quelque chose, mais rien n'a eu lieu. J'ai beaucoup aimé être invitée dans ce pan d'histoire familiale, et dans un récit qui ne cherche pas à sublimer les liens familiaux, mais à en dessiner les étranges contours. J'aimerais savoir si dessiner cette géographie du père lui a permis de poser définitivement dans son livre la question du père et de se sentir ainsi ensuite désencombré. Est-ce qu'il y a un moment, un relâchement? Est-ce que vous vous êtes senti désencombré après cette écriture? C'est une belle formule, je trouve, qu'emploie là Christelle, que je remercie pour cette lecture attentive et bienveillante de ce texte. Oui, certainement, certainement. Je ne cherchais pas ça, enfin en tout cas, on ne sait pas toujours ce qu'on cherche quand on écrit, même si on cherche, enfin on sait qu'on cherche le père, je regarde Violette, mais après ce qu'on va trouver, ça par contre, bien sûr on ne peut pas le savoir, et c'est très surprenant parce que le texte vous emmène vers des destinations, vers des lieux que vous n'aviez pas imaginés. C'est vrai que moi, mon texte, souvent, je me disais, mais tu tournes en boucle, tu n'avances pas, qu'est-ce que tu fais, à quoi tu joues, etc. Et effectivement, in fine, je pense que je peux dire que oui, j'ai été désencombrée de ce père dont je ne savais pas à quel point il m'encombrait. J'ai aussi découvert ça à travers l'écriture de Géographie d'un père. C'est aussi le point commun entre vos 2 romans, c'est cette histoire de rendez-vous manqué. À 14 ans, votre père, dans le livre, dans le roman, le père de la narratrice ne vient pas à ce rendez-vous. Et vous aussi, Violette Dursault, il y a un rendez-vous manqué sur le quai de la Gare qu'on a raconté tout à l'heure. On parlait de la fiction et de la réalité. Pascal de Vambrechy, vous dites en exergue, vous placez cette phrase de Marguerite Duras, écrire, c'est écrire sur soi, l'imagination n'existe pas. Ça veut dire que vous n'avez rien inventé dans ce roman Géographie d'un père? Ça n'est pas tout à fait vrai, bien sûr, mais c'est vrai que alors je dois dire que écrire de Marguerite Duras, c'est une de mes bibles que je relis régulièrement et que je rachète parce que je la note tellement que je suis obligée d'acheter un nouvel exemplaire. Voilà, absolument. Et c'est vrai que cette phrase de Marguerite Duras m'a toujours beaucoup fascinée. Comme en général Marguerite Duras de toute façon, mais je ne suis pas la seule. Et c'est vrai que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en introduction, en répondant à votre première question. C'est vrai que je crois que l'imagination n'existe pas. Je crois au sens où on n'écrit pas ex nihilo, au sens où ça vient de notre histoire, où ça vient de nous, où ça vient du plus profond, mais parfois que nous ignorons d'ailleurs. Mais comme je dis toujours, c'est
plaisanterie, mais même les auteurs de science-fiction ou les écrivaines de polar, vous en receviez il n'y a pas longtemps, je suis sûre, elles n'ont jamais commis de crime, mais je suis sûre que quelque part, c'est en elles. Violette Dursault, l'imagination, pour vous, c'est très présent, puisque la narratrice a 6 ans à peine quand son père est mort, et vous dites qu'elle appelle le royaume imaginaire de son père, qu'elle parle à son père mort, qu'elle rêvait de lui aussi. Donc, il est très présent, même si il est déjà parti. Oui, je suis profondément pas d'accord avec cette phrase de Marguerite Duras. Heureusement, alors... Au début, quand j'ai vu cette phrase au début de votre livre, je me suis dit, zut, je suis tellement pas d'accord. Et puis après, en fait, j'ai tellement adoré votre livre, Pascal de Vambrechy. Et puis il y a tellement de similitudes entre nos 2 livres, c'est impressionnant. Mais c'est vrai que moi, voilà, ça fait partie. Comme j'ai perdu mon père quand j'avais 6 ans. Donc voilà, l'histoire de ce livre, c'est quand même très inspiré de ma vie. En fait, mon père n'a été qu'une fiction toute ma vie. J'avais quelques éléments, je l'avais connu, déjà vu, mais enfin, en fait, j'avais très peu de souvenirs. À 6 ans, finalement, on garde très peu de souvenirs. Et je le voyais presque voilà, comme une espèce de star de cinéma lointaine. Et puis, tout ce qui faisait notre lien n'était que du rêve, de la... Voilà, et moi je pense que l'imagination, c'est ce qui m'a sauvée. Donc évidemment, ça partait de quelque chose où je savais que ça avait existé, mais tout après était voilà, complètement imaginé. Et puis, je pense que c'est ce qui a mené aussi l'écriture de ce livre après, c'est que voilà, ça pouvait pas être un récit, ça pouvait pas être une autobiographie, parce que si j'avais su la réalité sur mon père, j'aurais même pas écrit, quoi. Et donc voilà, c'était aussi cette histoire m'a permis de partir de mon père, et puis après de voir ce que j'avais, de pouvoir inventer. Et c'est presque lui, c'est presque grâce à lui, c'est presque lui qui m'a emmenée à la fiction, quoi. Du coup, à pouvoir à partir de son histoire, pouvoir inventer, pouvoir découvrir aussi ce que moi j'aimais, comme univers, sur quoi j'aimais écrire et tout. Et c'était important pour moi, parce que c'était important pour moi de mettre un aspect voilà, assez magique, assez fantastique dans l'écriture, de mettre des choses qui n'ont pas forcément pu arriver. Par exemple, le fait que, je sais pas, mon père détenait un os de géant, ou... Enfin... voilà, de mettre quelque chose d'assez enfantin, mais aussi... Il aimait l'histoire de l'art, hein, c'est pour ça que oui, aussi, vous nous racontez... il était historien de l'art, et puis j'ai découvert dans mes recherches qu'il avait écrit notamment sur les cabinets de curiosité. Donc voilà, cet aspect imaginaire, magique, revenait totalement, et puis je voulais vraiment le mettre dans le roman. Enfin, je voulais... qu'il y ait quand même parfois des petits monstres qui apparaissent. On comprend tout à fait, évidemment, la recherche, les questionnements. Ce sont des choses que vous partagez toutes les deux, même si c'est une question et une recherche qui ne naît pas au même âge, puisque vous, c'est très jeune, Violette Dursault, et chez vous, Pascal de Vambrechy, c'est une fois que votre narratrice a fondé sa propre famille, a ses propres enfants, et elle retrouve son père sur le tard. Qu'est-ce qui, à un moment donné, entre cette fiction, cette réalité, vous pousse à poser tout ça sur une feuille, Violette Dursault? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Même si, évidemment, les questionnements, cette partie enquête personnelle, on l'a bien compris, était indispensable, mais pourquoi l'écrire? Je pense, déjà parce que moi, j'aime énormément écrire, je veux faire ça de ma vie. Enfin, c'est ma première réaction face à la vie, c'est d'écrire. Et j'ai découvert ça à la mort de mon père. En fait, à la seconde où il est mort, c'est assez significatif d'ailleurs, il est mort l'année où j'ai appris à écrire. Il est mort quand j'étais en CP. Et c'était voilà, presque ma première réaction d'essayer de garder tout, d'archiver, de conserver, de faire écrire les autres aussi. J'avais pris quelques feuilles que j'avais agrafées pour pouvoir les faire passer après l'enterrement, etc. Et donc du coup, déjà, j'avais ça. Et puis j'avais voilà, gardé ce bonheur d'écrire des journaux,
garder des éléments de ma vie. Et puis à un moment, c'est venu un peu presque comme une urgence. Enfin, je pense aussi, j'étais totalement d'accord avec ce que disait Pascal de Vambrochy. Enfin, qu'il y a un moment où j'avais besoin d'écrire ce livre. Comme si je pouvais plus faire autre chose. Et donc j'ai commencé à l'écrire. Et puis aussi, je pense que c'est un moment où j'avais besoin de savoir des choses sur mon père. J'avais en tout cas besoin de passer du temps avec lui. Et que l'écriture... ça m'a permis ça a été mon bouclier, encore mon bateau pour aller le faire. Ce qui est très fort, c'est qu'une fois que c'est écrit, une fois que c'est publié, ça devient le roman de tous. C'est ce que vous dites, Pascal de Vambrochy, c'est qu'on franchit cette sphère intime et ça devient universel. Oui, en effet, et c'est ce que j'aurais pu d'ailleurs répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais si vous permettez, je voudrais juste faire une incise pour dire à Violette Dursault que c'est pas grave qu'on ne soit pas d'accord sur la phrase de Duras, parce que moi aussi j'ai adoré même le bruit de la nuit a changé, et que c'est formidable d'arriver comme ça d'horizons différents, de générations différentes, et de se retrouver autour d'un texte. Ceci étant dit, oui, c'est très frappant. Et alors, depuis que le livre est sorti, j'ai deux réactions. Les lectrices, j'ai envie de dire toutes celles que j'ai rencontrées, me disent ça m'a questionné dans ma propre relation avec mon propre père, etc. J'ai pensé à mon père. Votre histoire n'a rien à voir avec la mienne, mais. Et les lecteurs, dont on sait bien qu'ils sont moins nombreux en littérature générale que les lectrices, mais messieurs, ne vous privez pas. Dans le club aussi, c'est vrai. Ne vous privez pas. Les lecteurs me disent, et ça me touche beaucoup, que ça les questionne en tant que père. Certains d'entre eux m'ont dit, quel père suis-je? Est-ce que moi aussi je dis assez à ma fille telle ou telle chose? Est-ce que je suis assez attentive? Et ce que disait Violette Dursault est tout à fait... Enfin, j'adhère totalement à ce propos. On n'a pas le choix. Je veux dire... alors, effectivement, moi, il y a eu des moments où je me suis posé la question, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je me suis posé la question, est-ce que je publie? Est-ce que je publie pas? Que va penser qui? Enfin, forcément, on y pense. Je pense, oui. Forcément, on y pense. Mais il arrive un moment où on ne peut pas s'en empêcher, vraiment, non seulement de l'écrire, et comme vous, moi j'ai commencé à écrire très très tôt, même si je suis venue à la publication très très tard, les journaux, les petits carnets, ce besoin, les poèmes que l'on déclame en famille, enfin toutes ces choses, je les ai faites. Et puis à un moment donné, la nécessité est plus forte que tout, et puis on y va et on prend le risque. Dans quelles circonstances vous écrivez, Pascal de Vambrochy? Vous le dire où, quand, comment, à quelle heure? Oui, pourquoi? Pas pourquoi vous l'avez dit, mais dans quelles circonstances, oui. Alors j'ai presque envie de dire que j'écris un peu partout, mais par contre, si vous permettez, je vais citer Virginia Woolf, qui quand même a dit que pour qu'une femme écrive, il fallait qu'elle ait 500 livres de rente et une chambre à soi. Et j'ai eu la chance, à un moment donné de ma vie, d'avoir 500 livres de rente et une chambre à moi, c'est-à-dire un bureau extrêmement agréable, dans lequel je me sens merveilleusement bien et dans lequel je peux écrire. Mais je dicte aussi des choses à mon dictaphone dans la voiture. Je peux écrire dans un café extrêmement bruyant une phrase qui vient me traverser. Je crois que quand on écrit, on est en état d'écrire un peu permanent. L'inverse. Je suis l'inverse. Dites-nous. Je peux même pas lire dans un café. Je supporte pas le bruit. Enfin, j'arrive pas du tout à me concentrer. Mais vraiment, moi, il faut que je descende. Comme si je descendais dans un sous-marin, quoi. Vraiment, ça me prend 2-3 jours. Je peux évidemment écrire des journaux, trucs comme ça. Voilà. Peu à la sauvette, mais pour vraiment écrire, il faut que ça me prend 3 jours de redescendre. Et puis généralement, voilà, dans l'écriture de mon livre, je me lève, c'est le matin, je me lève très tôt, et avant que la vie commence un peu, et voilà, ça dure assez longtemps. Je ne connais rien d'elle, et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix. Sa démarche ressemble au souvenir d'enfant qui trotte dans ma tête et dans ce temps rêvant. Sur son front, ses cheveux sont de l'or en bataille que le vent de la mer et le
chamaille. J'ai beaucoup aimé ce premier roman très juste dans sa démarche mémorielle, dans l'évocation des souvenirs et du lien indéniable entre le corps et l'âme, quand l'alignement n'est pas encore au rendez-vous. Idéalisée et trouble, la légende familiale puise toujours ses racines dans la vérité. Anna Trébuche tombe et grandit au fur et à mesure de l'acceptation, comme si une part de ses origines lui était rendue. Violette Dursault est une force intranquille. Je l'ai suivie enfantine et fragile au début du roman, puis j'ai vu sa force s'intensifier, dans ses mots, dans ses phrases, parfois tendre et colère, parfois hasardeuse et irrationnelle. Au fil des rencontres, les connaissances, les amis, les professeurs, les collaborateurs du père défunt vont raconter un homme dont la part de lumière était au moins égale à la part d'ombre. Et les souvenirs mystifiés de la petite fille vont se déconstruire et céder la place à un dandy, un élégant amoureux du beau et de la vie, dans ce qu'elle a de plus inachevé. Un homme un peu moins merveilleux et un peu plus terrestre. Je referme le livre et je me dis qu'Anna, ou Violette, a gagné beaucoup de temps en entreprenant si tôt cette quête des origines, la quête du père perdu. Sandrine, notre lectrice, impression de lecture de votre livre Violette Dursault, vous êtes d'accord avec elle? Anna ou Violette ont gagné du temps en entreprenant tôt cette quête du père perdu? Merci beaucoup Sandrine pour cette lecture et d'ailleurs ce petit accent qui me rappelle là où j'ai écrit mon livre, parce que je vis à Marseille et j'ai écrit tout ce livre à Marseille, donc ça me fait plaisir. Et puis surtout pour cette force intranquille, j'adore, je vais reprendre, j'ai noté. Alors si j'ai gagné du temps, je sais pas, parce que en fait finalement j'ai l'impression que j'ai rattrapé le temps que les autres ont eu. En fait j'ai l'impression que ça a été aussi un moyen juste de remettre mon père à sa place, de vraiment savoir ce que c'est d'avoir un père. Et puis c'est bizarre parce que j'ai trouvé par d'autres personnes, aussi par des lieux, par des villes que je décris, que je suis allée voir. Mais presque... Notamment l'Italie, hein, parce qu'on peut y aller, parce qu'on va parler de géographie dans un instant, mais vous partez en Italie. D'ailleurs, Martha, sur notre compte Instagram, nous dit « Cette émouvante quête du père est aussi une magnifique invitation au voyage dans une Italie pleine de vérité et de poésie. » Votre démarche, c'est de reprendre chronologiquement la vie de votre père. Oui, et d'essayer de devenir italienne par ce livre, par cette recherche... essayer de retrouver ce qu'il y a d'italien en moi. Voilà. Ouais. Et avec aussi la sensation de se sentir un peu étrangère parfois. Oui, totalement. En fait, ça part du fait que tout le livre... Enfin, bon, bien sûr, quand même, c'est aussi un peu fictionnalisé, mais au départ, ma quête du père part du fait que j'arrive à Rome en me disant « je retourne chez moi ». Et qu'en fait, je me rends compte que je suis complètement étrangère à cet endroit, que je connais rien, que je connais personne, que je sais même pas où aller manger une bonne pizza, quoi. Et donc là, tout d'un coup, ça part de ça, quoi. Michel Legrand, évidemment, tout à l'heure, en introduction de l'impression de lecture de Sandrine, la chanson de Maxence des Demoiselles de Rochefort. Puisqu'on parle de lieux, d'endroits, de voyages, la géographie d'un père. Pourquoi ce titre et qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot de géographie, Pascal de Vambrechy? Un territoire. Celui que représente le père, c'est-à-dire, c'est un titre qui m'est venu un peu tardivement, mais qui a sonné comme une évidence. Et je tenais beaucoup à ce que ce soit géographie d'un père et pas géographie du père ou de mon père. Et je me suis dit cela, ce texte, c'est effectivement un voyage, c'est une quête, c'est une recherche, c'est une question de frontières. Un individu, c'est un territoire. Nous sommes des territoires côte à côte, nous approchons les uns des autres, nous nous éloignons. Et puis il y a des frontières qu'il ne faut pas ou qu'il ne faudrait pas franchir. Et puis en plus, ce père-là... il a été, effectivement, elle en sera séparée à l'âge de 14 ans. Donc, on peut se dire, elle a quand même vécu jusqu'à l'adolescence. Mais en fait, ce père, il était beaucoup à l'étranger parce qu'il a fait les guerres. Mon père, il fait la guerre, comme elle le dit. Et donc, en fait, pendant qu'il faisait ces guerres, elle ne le voyait pas, elle ne le connaissait pas. Donc, on est encore là dans des histoires de pays et de traversées et donc de géographie. Ça met aussi de la distance
avec lui, ce titre qui paraît un peu, comment dire, universitaire, un peu théorique, je trouve, géographie de quelque chose. Et puis, on rentre dedans et dans votre livre et on rentre par ce coup de téléphone que vous racontez de la part d'une cousine qui annonce à votre narratrice que votre père est à l'agonie. Et vous dites pourtant j'y vais, il nous a tous abandonnés, mais j'y vais. Qu'est-ce qu'elle veut prouver quand elle va le voir ? Je crois que là, elle est animée par la curiosité. Et qu'elle ne sait même pas qu'elle est curieuse de revoir ce père. Ça fait quand même des décennies qu'elle ne l'a pas vu. Contrairement au texte de Violette Dursault, ce père n'est pas décédé. Elle savait très bien où il était, elle l'a toujours su, sauf qu'elle n'est jamais allée le voir, il n'a jamais cherché à la voir. Et donc, et puis peut-être un reste d'amour qu'elle n'a pas encore identifié. Après, il va falloir toute l'écriture du texte. D'ailleurs, je dois dire qu'à cet égard, le confinement m'a bien aidée. C'est-à-dire, là, pour le coup, dans mon bureau, au calme, avec juste le bruit des oiseaux, pour retrouver et faire cette quête et ce voyage. Parce que c'est un voyage. Peut-être que en disant géographie d'un père, peut-être que je voulais dire ça aussi. Voyage, mais c'est plus beau que voyage autour du père. C'est vrai, c'est vrai, je vous le concède. Je vous remercie. Avec une forme aussi particulière qui dénote aussi de forme de récit de Violette, mais c'est tout aussi marquant. C'est ce tutoiement, cette lettre que vous lui adressez en permanence, vous lui racontez ce qui se passe, qui lui passe par la tête. C'est très fort, je trouve, dans la réception qu'on peut en avoir. Alors ça, je dois dire que je n'y ai même pas réfléchi. C'est la forme. Si, à un moment donné... je sais pas, je devais avoir écrit un tiers du texte. J'ai essayé de passer à une narration omnisciente, mais je me suis très très vite rendu compte que ça. Je vois tellement ce moment où on se dit tiens, j'ai une super idée. Oui, voilà. Exactement. Je vais changer. Et puis peut-être aussi parce que c'était aussi peut-être un moment où je me disais. Est-ce que ce n'est pas trop intime ? Est-ce que, vous voyez, c'était aussi une façon de. Mais le fait que la narratrice dise je et que elle tutoie ce père qu'elle essaie de retrouver, faisait que l'autrice Pascale de Vambrechy s'adressait à la narratrice qui devenait un personnage. Et ça m'a permis d'avoir une distance avec laquelle je me suis sentie extrêmement à l'aise. Voilà, c'était une narratrice, ça aurait pu en être une autre, ça aurait pu être... Vous avez choisi, Violette, de nommer votre personnage, moi pas, mais c'est la narratrice. J'ai réussi là où tu as échoué, j'ai construit jour après jour, pierre après pierre, une famille qui ne se dissoudra pas. J'ai réussi parce que tu as failli, en me donnant à vivre cet échec, tu m'as appris à l'identifier, à le traquer, le cerner, le vaincre. C'est ce qu'il vous a appris, c'est ce que vous lui dites. Oui, je crois qu'il m'a appris ça. Il a fallu du temps pour que je le comprenne, il a fallu l'écriture pour que je le comprenne. Mais oui, je crois qu'on apprend aussi de ce qu'on n'a pas eu, de ce qu'on n'a pas vécu. Ça nous construit aussi d'une autre manière, peut-être plus complexe, plus douloureuse, plus difficile, mais peut-être de manière plus forte, je ne sais pas. Ça, faudrait parler avec d'autres personnes pour comparer. Violette Dursault, votre narratrice, elle dit être tombée illico dans le lac du deuil. Ça, c'est la phrase qui m'a marqué. Parce que justement, vous perdez un parent au moment où on est en train de se construire, on est tout jeune, et c'est ça qui est le plus difficile et que vous racontez très bien. Du coup, vous tissez des liens presque obsédés avec des personnes qui, elles aussi, ont perdu un père. Ça fait le point commun de toutes vos relations. Oui, et je pense que voilà, je décris qu'après, je deviens à un certain moment... En fait, je passe à un moment de mon enfance à être très seule dans cette situation. Je suis un peu la seule de l'école à avoir perdu son père. Et d'ailleurs, tout le monde s'en souvient. Et puis après, quand je grandis, je tisse des relations qu'avec des personnes qui ont perdu un parent et avec qui je suis encore amie aujourd'hui. D'ailleurs, je les salue. Et en fait, je pense que ce livre, c'était aussi pour ça. C'est que moi, ça m'a fait tellement de bien de les rencontrer, de parler, de dire « mais toi aussi, t'as ça, ok, je suis pas folle ». Et j'avais presque aussi envie de... Voilà, ce qui pousse à l'écriture, c'est ça aussi, de créer... Moi, je trouvais pas de livre, en fait, sur cette situation. Il y avait des livres
merveilleux sur le deuil d'un mari ou d'une femme, mais pas d'un parent, et en tout cas pas enfant. Et voilà, je voulais vraiment pouvoir donner aussi une version des choses à toutes les personnes qui ont vécu la même chose que moi. Avec le deuil qui est évidemment difficile, que chacun subit, mène, supporte à sa manière, vous dites, Pascale de Vambrochy, que de toute façon, vous aviez perdu votre père bien avant qu'il meure. C'est ce que vous dites le jour de ses obsèques, où vous êtes venu malgré tout. C'était pas nécessaire d'y aller, ou c'est un moment où on oublie les reproches, l'histoire qu'on a eue. Les obsèques, c'est un moment fondateur. Comment vous le voyez ? J'y vais parce que je crois qu'il faut que je boucle la boucle. C'est-à-dire que, en fait, la narratrice l'a retrouvée juste quelques semaines auparavant, peut-être 2-3 mois, j'avoue que je n'ai plus très bien la notion du temps. Voilà, elle l'a retrouvée, elle l'a vue sur son lit de mort, et elle va à ses obsèques. Comme elle ira d'ailleurs plus tard, quand elle entreprendra cette quête, elle ira sur sa tombe, sur laquelle elle n'était pas allée. Oui, je pense qu'elle elle veut aller au bout de quelque chose, mais je crois qu'elle ne sait pas très bien à ce moment-là identifier ce qui se passe. Elle y va, malgré lui, malgré tout, malgré le silence, malgré les reproches, malgré la haine, malgré la violence, malgré tout. Oui, malgré tout. Vraiment, elle y va malgré tout. On me regarde, on me croit là, je n'y suis pas, je ne pleure pas. À quoi servirait de pleurer notre rendez-vous raté ? Absolument. Effectivement, elle est totalement spectatrice. C'est peut-être pour ça qu'elle peut y aller, d'ailleurs, parce qu'elle a une telle distance avec ce père qu'elle ne connaissait plus, dont elle ne savait quasiment plus rien, que c'est pas très difficile, en fait, d'accomplir ce que sa bonne éducation lui a enseigné. Violette Dursault, dans votre livre, même le bruit de la nuit a changé. Vous racontez aussi ces obsèques où vous n'arrivez pas à pleurer. Également, il n'y a pas de larmes. C'est un souvenir fort ? Bah oui, c'est un souvenir très fort parce que c'est un souvenir de... Je me sens monstrueuse. Je me dis, mais si je pleure pas maintenant, à quel moment de ma vie je vais pleurer ? Et surtout en tant qu'enfant. Mais je pense que c'est aussi un moment qui était un détail qui était très important à dire pour moi. Et d'ailleurs, c'est drôle qu'il se retrouve dans Géographie d'un père aussi. Mais en fait, on ressent pas forcément... Enfin, c'était pour donner je voulais parler du deuil enfant, mais du deuil en général, et montrer qu'il se passe pas forcément ce qu'on pense qu'il va se passer. On n'est pas triste comme les autres. En fait, souvent, j'ai vu à des enterrements les personnes les plus proches rassurées, les personnes les moins proches, parce que peut-être que eux se rendent moins... Enfin, les personnes les plus proches se rendent moins compte de ce qui est en train de se passer, du choc que c'est. Et puis, voilà, c'était aussi je voulais donner une image autre du deuil. On peut ne pas pleurer à l'enterrement de son père et puis après passer 3 ans de sa vie à le chercher, quoi. Je suis concentré sur le cercueil, je le fixe de toutes mes forces, mais je n'arrive pas à pleurer. Je me répète que mon père est dedans, coincé, rigide, que désormais je n'aurai plus de père. Rien n'y fait. Les mots de votre narratrice, Anna. Comment, pour terminer... qu'est-ce que vous voulez que ce livre apporte à ceux qui vont le lire ? Pascale de Vambrochy. Alors, vous savez, quand j'ai envoyé le texte à ma maison d'édition et qu'elle a accepté de le publier, enfin, elle m'a dit que peut-être elle allait le publier, j'y suis allée physiquement, et l'une des éditrices, une très jeune femme, m'a dit « c'est un livre d'amour ». Et je lui dis, alors si c'est un livre d'amour, on le publie. Parce que j'étais encore un tout petit peu dans cette hésitation. Et ensuite, les réactions dont j'ai pu vous faire part de lectrices et de lecteurs me l'ont confirmé. Mais je trouvais important que on puisse vivre ce choc. Alors, moi, ce n'était pas une mort quand j'étais adolescente, c'était un divorce très violent, etc. On puisse vivre ce genre de situation en pensant qu'on ne s'en relèvera peut-être pas, et puis finalement, on s'en relève. Et je pense que c'est un livre d'espoir, enfin j'espère que c'est un livre d'espoir. Géographie d'un père, c'est son titre. Il est disponible aux éditions Passiflore. Merci beaucoup Pascale de Vambrochy d'être venue dans le Book Club. Un livre d'amour aussi, on peut le dire, Violette Dursault ?
Oui, moi aussi j'ai eu des réticences parfois à publier ce livre parce on n'en a pas beaucoup parlé, mais je décris des moments assez sombres sur mon père. Et en fait, oui, après en parlant avec mon éditrice, je me suis rendu compte aussi que c'était un livre d'amour, totalement. Votre premier roman, Même le bruit de la nuit a changé, paraît aux éditions Flammarion. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues dans le Book Club. Merci. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, on découvrira l'épilogue du jour. D'abord, les quadritèmes de Charles Danzig. Certains livres sont des bibliothèques. Il me semble que je n'ai pas fait autre chose que de construire des bibliothèques dans mes 2 dictionnaires, le dictionnaire égoïste de la littérature française et le dictionnaire égoïste de la littérature mondiale. Livres où je tente de réfléchir sur des écrivains que j'aime ou non et, à partir d'eux, de révéler une certaine conception de la littérature. Des livres contenant des livres par moi choisis, tel est le très simple sens de l'adjectif égoïste. Une bibliothèque est un choix, n'est-ce pas? On y conserve les livres qu'on aime, mais certains aussi qu'on déteste, les estimant indispensables à sa culture et à son doute. Et voilà aussi pourquoi une bibliothèque n'est pas seulement un objet de goût. J'ai chez moi les livres de Louis-Ferdinand Céline que j'aborde et trouve un écrivain beaucoup moins artiste qu'on ne le dit, afin de pouvoir, éventuellement, me contredire un jour moi-même. Une bibliothèque n'est pas davantage un simple objet de savoir. Je parle là des bibliothèques privées, car on peut au contraire estimer que les bibliothèques publiques ont une vocation universelle, c'est-à-dire neutre. Un être humain n'est pas neutre. S'il l'était, les bibliothèques privées seraient comme des magasins d'antiquités où l'antiquaire, qui au demeurant ne veut pas conserver mais vendre, entrepose des objets que, aussi bien, il n'aime pas, mais dont il sait qu'ils trouveront preneurs. Les écrivains de l'Antiquité ont publié de savoureux livres-bibliothèques, comme le grammairien grec Athénée qui, au IIIe siècle, a écrit les De Hypnosophistes, c'est-à-dire le banquet des savants. Il y compile des centaines et des centaines de citations d'écrivains antérieurs qu'il range par thème. Et ce qui aurait pu être un livre anecdotique devient, du fait que quantité des œuvres qu'il cite ont disparu, un livre essentiel. On y trouve des pensées sérieuses et d'autres qui, l'air léger, ne le sont pas moins. Il mentionne par exemple un certain philosophe nommé Aristoxène. Eh bien, cet Aristoxène a été l'un des hommes les plus raffinés de l'Antiquité. On nous apprend que, le soir, il arrosait de vin de miel les laitues de son jardin, puis qu'il les cueillait au matin en disant que la terre lui rendait des gâteaux frais. N'est-ce pas charmant? Ces livres n'ont pas de vocation absolutiste étant fondés sur le choix. L'idée d'un livre qui contienne tous les livres est assez puérile. Voilà pourquoi Jorge Luis Borges l'a eu. À côté de ses qualités de finesse et de grande culture, Borges avait une imagination de jeu vidéo. Voilà d'ailleurs pourquoi il est devenu aussi populaire. Sans cela, il aurait été vendu à 410 exemplaires. Dans sa nouvelle La bibliothèque de Babel, il invente une bibliothèque contenant tous les livres de 410 pages. Voilà exactement le genre d'idée qui me fait soupirer d'ennui et que je laisse aux membres de l'Oulipo et à ceux qui pensent que les livres sont des boîtes de jeux. Charles Danzig à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Chaque jour, le club de lecture de France Culture est préparé par Oriane Delacroix, Zora Vignet, Jeanne Grappard, Didier Pinault et Alexandre Alaïbegovic. Merci à toute l'équipe accompagnée aujourd'hui de Thomas Beau à la réalisation et de Jérémy Kaufmann à la prise de son. On tourne ensemble la dernière page du jour. Voici l'épilogue. Souvent, je me disais, mais tu tournes en boucle, tu n'avances pas, qu'est-ce que tu fais, à quoi tu joues, etc. Et effectivement, in fine, que va penser qui? Enfin, forcément, on y pense. Eh bien, je ne sais pas répondre à cette question. En fait, mon père n'a été qu'une fiction toute ma vie. Votre histoire n'a rien à voir avec la mienne, mais, en disant géographie d'un père, peut-être que je voulais dire ça aussi. Voyage, mais c'est plus beau que voyage autour du père. On peut ne pas pleurer à l'enterrement de son père et puis après passer 3 ans de sa vie à le chercher, quoi.